Nous allons passer à la séquence suivante, que je vais te laisser introduire, Ronan. Merci. Une des phrases que tu as citées dans les réponses et qui c'est prendre du temps pour en gagner. Je pense que c'est pas forcément évident et puis se réinterroger sur des évidences. Et je pense que c'est ce que l'intervenant. Pardon. Oui, je change de micro pour que Olivier Amand, l'intervenant suivant, puisse nous entendre. Voilà, donc prendre du temps pour en gagner et se réinterroger sur des évidences, c'est pas facile. Et c'est ce que Olivier va nous présenter maintenant. Hier, il y a eu un constat partagé en fait et de Christophe Cassou, Philippe Grandcola sur la fenêtre d'action qui se resserre vraiment là pour que nos actions soient à impact, et puis sur le caractère inédit de la situation dans laquelle on est. Et ce caractère inédit, en fait, il est inédit pour l'espèce humaine, mais il n'est pas forcément inédit pour le vivant dans son ensemble. Et Olivier, il va nous inviter à regarder sur le temps long de qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi de l'histoire du vivant dans un certain nombre d'évidences qu'on a aujourd'hui sur la façon dont on aborde cette question et puis dont on est au monde, en fait, un petit peu dans notre rapport à la nature. Et donc, Olivier, bonjour. Est-ce que tu nous entends bien, Olivier ? Tout bon, c'est tout bon. J'entends. J'espère que vous m'entendez aussi. Ouais, je pense que toute la salle t'entend très bien. Donc, Olivier, toi, tu es biologiste. Voilà, tu es chercheur à l'INRAE. Ouais. Et tu es directeur de. Donc, tu travailles vraiment le concept de robustesse dans le vivant. Voilà, et tu réinterroges des choses qui sont pour nous évidentes, sur lesquelles on ne s'interroge pas. Donc des notions comme la performance, comme la cohérence. Et tu es aussi directeur de l'Institut Michel Serres, donc avec une dimension de réinterrogation, d'opérationnalisation du contrat naturel de Michel Serres. Et donc tu vas nous faire une présentation que tu as intitulée « Une troisième voie pour l'université grâce aux leçons du vivant », un petit peu en écho à un de tes premiers ouvrages qui s'appelait « La troisième voie du vivant ». Eh ben merci beaucoup. Je vais tout de suite partager mon écran. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc du coup, je commence direct. Alors allons-y. Donc normalement, vous devez voir mes diapos en plein écran. Alors du coup, oui, merci de l'invitation. Je pense que là, vous êtes sur des sujets cruciaux pour le monde qui vient. Et en effet, le vivant peut nous apprendre des choses. Alors, je commence mon intervention avec cette idée-là, c'est que si on regarde autour de nous, ce qui domine, c'est la performance. Donc la performance que je définis comme un contrôleur de gestion, comme la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et bien donc c'est vrai pour l'urbanisme, pour l'architecture, pour l'agriculture, pour les paysages, pour le digital, l'optimisation financière, etc. Donc c'est partout, la performance. Et donc c'est ça que je voudrais critiquer en vous donnant des arguments et voir en quoi ça s'applique aussi à l'université. Alors, le premier argument contre la performance, cette idée que optimiser fragilise. Donc quand on fait de la performance, souvent on augmente la performance d'un truc, et puis ça fragilise tout le reste. Donc, c'est une vision qui n'est pas systémique. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple du canal de Suez qui est bloqué par un porte-conteneur. Donc là, c'est deux performances qui se rentrent l'une dans l'autre. Et puis dans la recherche, alors là, je prends l'exemple de la recherche végétale, quand on fait des plantes qui sont résistantes à des maladies ou résistantes à la sécheresse, et ben en fait, on est en train de continuer une ode à la monoculture. Et donc la monoculture, vous savez, c'est quand même un des points qui fait disparaître la biodiversité cultivée, qui a aussi des effets très négatifs pour la culture intensive.
Donc, en fait, on pense faire la bonne chose, mais finalement, on est juste en train de réduire le problème à un tout petit problème, quoi. Un deuxième exemple, c'est les effets rebonds. Donc là, c'est mon fameux exemple des frigos. Donc, les frigos, dans les années 60, ils consommaient beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup de progrès, on les a rendus beaucoup plus efficients énergétiquement, ils consomment moins de ressources aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus moins chers, plus attractifs. Ça a créé des nouveaux besoins. Donc, on a fait des caves à vin, on les a multipliés, on les a fait grossir. Maintenant, on a des frigos connectés. Et aujourd'hui, les frigos consomment plus d'énergie. Ça, c'est très vicieux parce qu'on pense faire de la sobriété et en fait, on fait de l'ébriété. Alors, c'est pareil en recherche. Par exemple, là, je prends l'exemple du palmier à huile, hein, qu'on a vendu comme une plante hyper productive. Et donc, avec la loi de Norman Borlaug, on pensait qu'en faisant des plantes plus productives, on éviterait la déforestation. Et c'est évidemment le contraire qui s'est passé, parce que quand on a des plantes très productives, et ben en fait, on crée des nouveaux besoins en cosmétiques, en produits ultra transformés, etc., en biocarburants. Et au final, on va en planter encore plus. Et donc aujourd'hui, il y a encore des articles sur le palmier à huile de recherche pure et dure qui disent qu'en augmentant les rendements du palmier à huile, on va réduire la déforestation. Donc c'est vraiment un problème vraiment purement scientifique et ouais, de performance, quoi. Troisième argument, c'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Donc, c'est par exemple dans le sport de compétition, on va avoir les JO en 2024, là, et ben, dans le sport de compétition, si on veut atteindre la meilleure performance, on va peut-être se doper. Et ben, le dopage, c'est l'exemple typique de la loi de Goodhart. On est un sportif, son outil de travail, c'est son corps, mais on va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Donc, c'est évidemment complètement contre-productif. Alors, donc, c'est pareil en recherche. Ça, c'est l'analyse de Park et al. En 2023, publiée dans Nature, qui montre que, en fait, quand on analyse le côté disruptif de la recherche, en quoi chaque nouveau papier change le domaine, et ben, on se rend compte que dans les années 50, il y avait peu d'articles, mais qu'ils étaient très disruptifs, c'est-à-dire qu'ils changeaient les champs de recherche. Aujourd'hui, on publie énormément d'articles et en général, ils sont très incrémentaux. Ils sont beaucoup moins disruptifs. Ben ça, c'est un exemple typique de loi de Goodhart. On pourrait aussi ajouter l'augmentation des fraudes en recherche. Ça aussi, c'est un effet de la loi de Goodhart. Donc la performance, voilà, ça ne marche pas, très clairement, surtout quand c'est de la surperformance comme on est aujourd'hui. Alors en fait, on peut le résumer avec une équation à trois mots. La performance, quand on fait de la performance, c'est toujours de la performance relative. Donc la performance stimule la compétition. Dans une compétition, qui gagne? C'est très simple. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Donc, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la violence. Alors, violence sociale, violence dans tous les champs, hein. Et donc, évidemment, là, aujourd'hui, vous êtes sur une question de transition. Donc, la violence, en fait, notre performance, en fait, a un coût. Et cette violence, en fait, on l'exerce aussi et surtout, j'ai envie de dire, contre les écosystèmes. Donc, c'est ça les sujets que vous connaissez bien, crise climatique, effondrement de la biodiversité, pollution globale, et je pourrais ajouter pénurie de ressources. Ça, c'est les grands sujets du siècle, hein. Juste peut-être pour vous donner un chiffre, l'effondrement de la biodiversité. Donc, en 30 ans, en Europe, on a perdu 80% des insectes en masse. En 30 ans, hein. Donc, il faut quand même voir la brutalité géologique que c'est, hein, parce que les dinosaures, hein, quand la météorite est tombée, il a fallu 33 000 ans pour qu'ils disparaissent, hein, 33 000 ans. Donc ici, on n'est plus du tout dans la même gamme de dynamique, hein, donc ça va très très vite. Alors, j'ai deux choses à vous dire sur la crise socio-écologique. Le premier point, c'est que c'est la crise climatique qui prend le dessus dans les médias et dans les réflexions et aussi dans les articles scientifiques. Alors ça, c'est un vrai problème parce que quand on apporte des solutions à la crise climatique, en général, on aggrave la pénurie de ressources, on aggrave les pollutions globales et on aggrave l'effondrement de la biodiversité. C'est très simple, quand la crise climatique, en fait, c'est un symptôme, ce n'est pas la cause. Donc quand on soigne le symptôme, c'est comme prendre de l'aspirine quand on a un cancer, ça ne va pas régler le problème. Donc c'est pas pour dire que la crise climatique, c'est pas un sujet, c'est un sujet super important, mais c'est pas le meilleur levier. On peut penser à une autre façon de voir les choses, et si on commençait par la biodiversité, si on mettait ça en sujet numéro un, l'effondrement de la biodiversité, ben, les solutions qu'on apporterait à l'effondrement de la biodiversité
ce serait positif pour la pénurie de ressources, ce serait positif pour la crise climatique et ce serait positif pour les pollutions globales. Donc de très loin, la biodiversité, c'est le levier le plus systémique pour régler le problème de la crise socio-écologique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est aussi important, voire même plus important, c'est de résumer tous les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN, de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Tous ces rapports scientifiques disent que le 21e siècle sera fluctuant, sera turbulent. En fait, c'est ce que nous disent tous les rapports. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Alors ça, c'est une révolution copernicienne. Ça fait 10 000 ans qu'on est en roue libre dans de la performance, dans un monde qu'on pense stable et abondant en ressources. Et là, on va rentrer dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Alors, qu'est-ce qu'on a imaginé pour répondre à cette crise socio-écologique qui est le produit de notre performance? Eh bien, nous pensons à des solutions encore plus performantes. Donc, la géo-ingénierie, l'agriculture de précision, etc. Il y a vraiment un pléthore de solutions qui sont toutes coincées dans l'idéologie performante. Alors, c'est là que vous voyez qu'on est vraiment addict à la performance. On est quelque part un peu tombé dans une secte de la performance. On n'est plus capable de questionner la performance. On pense que c'est toujours positif, quoi. Alors que vraiment les faits montrent le contraire. Et donc, c'est vrai aussi, donc en fait, c'est plus large, cette histoire de performance qui continue. Et donc, Florence vient de vous faire un topo sur les biais cognitifs. On peut un peu l'expliquer comme ça. C'est qu'en fait, on est conservateur, on est pro-innovation, on est optimiste, et y compris les chercheurs, ça c'est très clair. Et donc, du coup, ça nous amène à ne pas questionner ce dogme de la performance. Si je prends juste l'exemple du GIEC, chaque rapport, c'est pire que le précédent. Donc, ça veut dire que le GIEC, à chaque fois, il est trop optimiste. Donc, on a les preuves quoi, de ce biais cognitif, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ici, là, il y a cette phrase d'Albert Einstein qui est intéressante. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qui l'a créé. Donc, ça veut dire que c'est la performance qui est la cause de nos problèmes. Il y a peu de chances que la performance apportera la solution. Donc, il faut dérailler. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de dérailler avec les êtres vivants. Alors, pourquoi les êtres vivants? C'est tout simple. La première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter un monde fluctuant. Si je vous le dis plus brutalement, il est trop tard pour atténuer les fluctuations. Ça va tanguer très fort au XXIe siècle et à vrai dire, ça a commencé. Les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, on est dedans, on est rentré dans ce monde fluctuant. Donc, dans un monde fluctuant, la première question à se poser, c'est comment l'habiter. Alors, c'est une très grande question, mais les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, peut-être qu'il y a des solutions, des principes, des recettes qu'on pourrait apprendre des êtres vivants. Alors, vu que c'est un format court, je vais vous le résumer avec une seule diapo. Le principal message que nous donnent les êtres vivants, c'est que les êtres vivants sont sélectionnés pour être robustes. Donc, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc, ça, c'est à court terme. Et à plus long terme, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Ça, c'est la robustesse. Et donc, c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Alors, quand on regarde les réseaux du vivant, les réseaux moléculaires, les réseaux de gènes, les réseaux de neurones, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes, c'est pareil à toutes les échelles. La robustesse du vivant se construit contre la performance. Donc, le vivant nous propose un contre-modèle, très clairement. Alors, ici, là, je vous mets les points clés qu'on trouve dans les réseaux des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces systèmes vivants? On trouve de l'inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. C'est Darwin, l'évolution est aveugle. Hétérogénéité, pensez à la biodiversité, voilà, c'est foisonnant. Incertitude, énormément de processus en biologie sont aléatoires. C'est ce qu'on appelle la biologie stochastique. C'est très prévalent pour la reproduction sexuée, pour l'immunité, enfin c'est partout. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai. Donc, pensez à tous les cycles du vivant, le cycle cellulaire, le cycle menstruel, le cycle circadien. Un cycle, ça marche si c'est des oscillations qui sont maintenues dans le temps. Pour maintenir des oscillations, il faut activement maintenir des délais. Donc, il y a beaucoup de délais, beaucoup de lenteur chez les êtres vivants.
Beaucoup de redondance. Pensez à un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Pensez au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Beaucoup d'incohérences. Il y a énormément de contradictions internes chez les êtres vivants, des facteurs qui activent et inhibent la même chose. Ben ça permet au système d'être tout le temps souple. En fait, ces contradictions internes fait que le système ne peut jamais se rigidifier. Quand c'est rigide, c'est fragile, hein. C'est la souplesse qui donne la robustesse. Ben ça, c'est grâce aux incohérences internes du système. Et enfin, c'est inachevé parce que quand c'est achevé, c'est mort. Donc un être vivant, c'est inachevé parce qu'en fait, c'est toujours vivant, quoi. Ça continue à vivre. Et donc, vous voyez, hein, cette liste à l'après-vert, là, ce sont que des contre-performances. Et ben, c'est ça le cœur nucléaire du vivant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne renforcent pas leurs points forts, ils se construisent sur leurs points faibles. Ou si je vous le dis encore différemment, les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont d'abord adaptables. Alors, il faut bien comprendre la différence entre adaptation et adaptabilité, hein. L'adaptation, ça veut dire qu'on a compris que le monde changeait, mais on est en train de s'enferrer dans une autre voie étroite. S'enferrer dans une voie étroite dans un monde qui change tout le temps, ça n'a aucun sens. Dans un monde qui change tout le temps, il faut être adaptable. Donc, il faut explorer différentes voies, il faut expérimenter, il faut se diversifier. Ben, c'est ce que font les êtres vivants. Alors, je vous donne juste un exemple pour le démontrer en biologie, hein, c'est mon exemple favori, la température corporelle. Donc, vous savez, on est à 37 degrés. Quand on a de la fièvre, hein, parce qu'il y a un pathogène qui est rentré, on monte à 38, 39, 40 degrés. Ben, en fait, si on mesure l'activité des enzymes dans le corps, en général, leur optimum d'activité, il n'est pas à 37 degrés, il est à 40 degrés. Donc, ça veut dire que à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante. 10 sur 20, pas plus. En fait, c'est seulement quand il y a un pathogène que là, en fait, on a gardé des marges de manœuvre et que donc on peut augmenter les performances. Et donc, on peut monter 38, 39. Et là, en fait, on va booster son système immunitaire. Donc, en fait, cette histoire de la température corporelle, c'est très simple. Ça, il y a deux messages. C'est qu'en fait, on est à 37 degrés en vitesse de croisière parce qu'il faut garder des marges de manœuvre. On met les fluctuations avant la performance. Donc, on n'est pas performant, on est peu performant pour pouvoir gérer des fluctuations. Et quand il faut faire la guerre, pour le dire rapidement, et ben là, on augmente les performances, mais par contre, c'est transitoire. 40 degrés, c'est 3 jours, parce qu'après, c'est mortel. Les protéines se débobinent, hein, se dénaturent, et donc du coup, là, ça devient vraiment létal, quoi. Donc, on revient à la vitesse de croisière après 40 degrés, quoi. On revient à 37 degrés. Donc ça, c'est vrai pour la température corporelle, mais c'est vrai pour plein de choses, hein. Pour la photosynthèse, qui a un rendement énergétique de moins de 1%, hein. Les plantes gâchent 99% de l'énergie lumineuse. Ben, ça, c'est pour gérer des fluctuations lumineuses, notamment. C'est toute la chaîne alimentaire. À chaque étape, on perd 90% de l'énergie consommée, hein. Donc les êtres vivants ne sont pas sobres, hein, ne sont pas économes, hein. Ils mettent d'abord la gestion des fluctuations avant la performance. Pensez aux animaux qui hibernent en hiver, hein. Ben voilà, c'est pareil, ils se mettent en vie ralenti pour passer la fluctuation. C'est toujours pareil, hein. On va contre la performance pour faire de la robustesse, hein, pour être stable malgré les fluctuations. Donc ça, c'est le grand message des êtres vivants, et donc évidemment que ça doit nous interroger pour nous, les sociétés humaines. Alors la première chose, c'est que ça doit nous faire revoir, hein, ce que c'est que le progrès. C'est un peu un gros mot, hein, le progrès. Alors le progrès, ça fait 10 000 ans que c'est des incréments de performance. Ça fait 10 000 ans, hein, depuis qu'on a inventé l'agriculture, hein, grosso modo, qu'on a augmenté l'efficacité et l'efficience des individus, des collectifs, des technologies. Et aujourd'hui, on est dans un tel niveau de performance que la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc, vous voyez, c'est cette courbe en cloche, hein. Plus on augmente la performance et plus en fait on baisse en robustesse. Donc, il est très clair, hein, que le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est thermodynamique, hein, c'est juste pas possible, hein. Donc, du coup, le futur du progrès, ben, c'est simple, hein. En fait, il faut changer d'axe. Le progrès, au XXIe siècle, hein, ce sera des incréments de robustesse. Dans un monde qui devient plus fluctuant, on fait plus de robustesse. La robustesse, hein, c'est la réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Il n'y en a pas d'autre, hein. C'est sa définition, la robustesse. Donc, dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, on fait de plus en plus de robustesse. Et vous voyez, c'est sur deux axes différents parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Quand on fait de la performance, on s'enferre dans une voie étroite. Quand on fait de la robustesse, on diversifie. Donc c'est forcément deux choses complètement contraires.
Alors là, vous pouvez me dire que c'est bien joli tout ça, mais c'est un peu une utopie hein, quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans le monde de la performance. Alors en recherche, hein, évidemment, on a des facteurs d'impact, les facteurs H, les classements de Shanghai et tout ça. Hein. Donc évidemment qu'on est à fond dans la performance. Les actionnaires, hein, ils veulent de la performance financière. Les clients, ils veulent des objets pas chers et tout de suite. Hein. Tout ça, c'est de la performance. Hein. Donc du coup, est-ce que c'est pas un peu une utopie, hein, cette histoire de bascule de la performance à la robustesse au XXIe siècle? Hein. Alors là, je vais vous donner une autre analogie du vivant pour voir que oui, ben non, en fait, c'est pas une utopie, c'est juste thermodynamique. Ce que vous voyez, c'est des nuées d'oiseaux, des nuées des tourneaux. Ben, en fait, ce qu'on peut se demander quand on voit des nuages d'oiseaux comme ça, là, c'est qui décide, quoi. Comment les oiseaux savent comment tourner à droite ou à gauche, quoi. Alors c'est très simple, hein, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie qui décident comment faire tourner la nuée d'oiseaux. C'est-à-dire que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont sensibles aux fluctuations du monde. En fait, les oiseaux au cœur du groupe sont aveugles. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Et donc, ils ne voient absolument pas le monde. Donc, en fait, si on veut voir un basculement de la performance à la robustesse, il ne faut pas regarder le cœur du système. Le cœur du système, il est coincé dans le vieux monde de la performance. Il faut regarder ce qui se passe à la périphérie. Et ça, c'est une loi générale. Hein. Tous les systèmes basculent par leurs marges. Hein. Donc, en fait, si on veut regarder le monde qui bascule vers la robustesse, il faut regarder les marges. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que quand on regarde les marges, eh ben, ça a déjà basculé. En fait, on a déjà basculé dans la performance. Alors là, je vous montre quelques exemples. Dans l'agriculture, eh ben, on est en train de basculer de l'agriculture intensive à l'agroécologie, hein. Malgré ce qu'on entend, hein, les agriculteurs qui manifestent, etc., hein, le mouvement de fond hein, depuis 10 ans, depuis 10-20 ans, c'est une montée en puissance de l'agroécologie. Hein. C'est celle-là, hein, la tendance de fond. Hein. Et de toute façon, quand le pétrole sera trop cher, l'agriculture intensive ne sera plus possible. Donc c'est très simple, ça, on va aller vers l'agroécologie. Vous pouvez rencontrer des petits paysans avec des petites parcelles, ils font tous de l'agroécologie. Le tout réparable, bah, ça aussi c'est un grand mouvement. Il y a 20 ans, le tout réparable, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Là, je vous ai mis quelques exemples bretons. Hein. Royal Maire, c'est une boîte qui fait des pulls garantis à vie. Brezelec, c'est une entreprise qui, depuis les années 70, fait de la réparation électronique pour l'agriculture. Alors, ils ont traversé le désert, hein, Brezelec, hein, mais aujourd'hui, bah, ils sont en plein boom. Hein, ils ont ouvert des entreprises aux États-Unis et en Australie. Hein. Donc, c'est pour dire que le taux réparable, c'est un mouvement de fond. Hein. Et enfin, les coopératives, donc les SCOP, donc le mouvement coopératif a le vent en poupe, hein, Télécoop, Enercoop, même des entreprises qui en fait ont un fonctionnement coopératif, sans le dire, hein, ou dans la société, hein, l'habitat participatif, par exemple. Ben voilà, c'est 15% du parc immobilier en Scandinavie, ça. Donc tout ça, c'est des indicateurs de robustesse qui apparaît à la périphérie de la société. Et en fait, est-ce qu'on le voit aussi à l'université, ça? Est-ce qu'il y a du déjà là robuste à l'université? Ben oui, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit aussi ce basculement. Alors, ben, les oiseaux à la marge du groupe, hein, c'est évidemment l'exemple typique, c'est les étudiants qui commencent à lutter, à déserter. En fait, c'est pas qu'ils sont contre la science, hein, ils sont pas contre les savoirs, hein, ils sont juste contre l'utilisation qu'on en fait des savoirs. Donc là, c'est l'exemple de ParisTech, mais c'est en fait quand on fait de la science au service de la performance, eh ben les étudiants qui sont aux marges, hein, qui sont souvent plus pauvres, disons que les adultes plus établis, on va dire, eh ben ils voient bien que ça marche pas dans un monde fluctuant, c'est pas ça l'avenir. Hein. Donc voilà, ils désertent. On voit aussi dans le monde de la recherche, voilà l'exemple de Dora par exemple, hein, comment on va changer les modes d'évaluation de la recherche, s'éloigner des facteurs d'impact des journaux pour évaluer les CV des personnes. Bah ça c'est aussi un signe, hein, le fonctionnement coopératif entre les labos. Ça aussi, c'est un fonctionnement en fait qui est une réponse à la pénurie de ressources hein, également. Hein, tout ça s'aligne. Hein. Et puis aussi, c'est le développement des sciences citoyennes ou de la recherche participative, hein, où là, les citoyens posent la question avec le chercheur. Et ben ça c'est de la science qui est plus robuste parce que là non seulement on fait de la science qui est située, qui apporte des réponses aux bonnes questions, j'ai envie de dire, hein, mais c'est aussi un moyen de réconcilier science et société. C'est plus du top-down quoi, c'est tout mélangé maintenant. Hein. C'est top-down et bottom-up pour que les citoyens fassent partie du questionnement quoi.
Alors ça, c'est les marges. Et donc, en fait, c'est un peu le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que l'université du futur, elle va devoir, comme tout le monde, hein, c'est pas que l'université, c'est tout le monde, elle va devoir réévaluer son équilibre entre performance et robustesse. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut abandonner la performance complètement, c'est juste il va falloir trouver le seuil, quoi. Dans un monde qui devient plus fluctuant, plus instable, en pénurie chronique de ressources, on met l'accent d'abord sur la robustesse. On donne le primat à la robustesse et on autorise la performance de façon plus cosmétique. C'est un peu comme la fièvre, hein, finalement. Voilà. La fièvre, on n'a pas tout le temps la fièvre, mais on est plutôt robuste en temps normal, quoi. Donc c'est beaucoup plus joyeux, hein, entre parenthèses, hein. Y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance, hein. On est en train de quitter le monde du burn-out, hein, très clairement. Donc le monde de la robustesse, hein, c'est le monde de la richesse des interactions. C'est aussi beaucoup plus joyeux que le monde de la performance qui est très étroit, très canalisé, quoi. Alors à quoi ça peut ressembler cette université? Alors je vais vous donner juste quelques points. Eh ben, il y a un premier point, c'est que, alors je vais vous prendre un point historique. En 1792, en France, la Convention ferme toutes les universités françaises. Il y a eu un moment dans l'histoire française où on a fermé toutes les universités. Et alors pourquoi on a fermé les universités? Parce que à l'époque, les universités enseignaient encore les traditions anciennes. Les universités de droit enseignaient le droit romain. On enseignait la rhétorique, la théologie. Voilà, on avait le rétroviseur, quoi, on regardait le passé. En 1792, on ferme les universités et on ouvre des nouvelles universités qui sont toutes tournées vers le futur. Donc le droit contemporain, les sciences physiques, les sciences chimiques, enfin, c'est là, la biologie suivra un peu plus tard. En fait, c'est là qu'on voit, c'est un vrai tournant. C'est un moment clé. En fait, les universités n'étaient plus adaptées à la société, elles ont fermé et on les a réouvertes. Et parce que j'imagine, c'est qu'il va se passer exactement la même chose pour les universités au XXIe siècle. C'est que les universités actuellement, il y a beaucoup d'universités qui pensent la question socio-écologique comme un sujet supplémentaire. Alors, les universités qui font ça, elles vont fermer, hein, très clairement. Ce n'est pas un sujet supplémentaire, la crise socio-écologique. C'est la fondation du XXIe siècle. Si on ne prend pas en compte la crise socio-écologique, ça veut dire qu'on est à côté de la plaque, on est extraterrestre. Donc, en fait, ce qui va se passer dans l'université au XXIe siècle, hein, c'est un peu cette pyramide. Enfin, aujourd'hui, en fait, ce qu'on a en tête, hein, c'est une pyramide inversée, hein. La fondation, c'est l'économie, ça fait du lien social, et dans le temps qui nous reste, on s'occupe de l'environnement. Et ben ça, c'est évidemment, ça fait l'hypothèse que les ressources sont abondantes et stables, hein. Dans un monde qui est instable et en pénurie chronique de ressources, on inverse cette pyramide et du coup, la fondation de tout projet, c'est le soin au milieu naturel. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social, et s'il y a du lien social, alors ça crée des modèles économiques. Ça, c'est la nouvelle pyramide. Et ben, celle-là, elle est fondamentale. Et donc, c'est un vrai changement, c'est un vrai chamboulement, mais il ne faut pas négliger, hein. C'est pas du tout cosmétique, hein, encore une fois, hein. C'est une vraie révolution. Et donc, il y a de plus en plus de petites universités, parfois très petites, hein, des micro-universités, qui ont pris ça en compte, hein, et qui font tout leur parcours en ayant la fondation sur le soin au milieu naturel. Donc, ça change pas mal de choses. Donc, ça, c'est la nouvelle université en version très, là, je vous le fais un peu à la serpe, hein, très clairement. C'est juste pour stimuler le débat. Un deuxième argument, bah, c'est évidemment, enfin, deuxième point, c'est que dans l'université, on ne va plus seulement apporter des réponses. C'est malheureux, mais la méthode scientifique, c'est très bien la méthode scientifique, hein, méthode cartésienne, hein, observation, raisonnement, conclusion. Mais le problème, c'est que ça a tendance à donner le focus sur la conclusion. Et donc, ce qu'on demande aux chercheurs, c'est d'apporter des réponses. Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise idée parce que bah, vous avez vu que les chercheurs, souvent, enfin, parfois, apportent la meilleure réponse aux mauvaises questions, hein. La géo-ingénierie, voilà, c'est un exemple typique de excellente réponse à une très mauvaise question. Bah donc, du coup, ce qui va se passer à l'avenir, hein, c'est on va passer beaucoup plus de temps sur les questions. C'est la fameuse phrase de Einstein, hein, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Ben ça, on le fait en ouvrant les sciences, et notamment on ouvre la science à la société et aux artistes. Les artistes, leur mission, quelque part, c'est de fabriquer des questions. Le processus artistique, c'est de questionner la question, hein. C'est vraiment de travailler la question avec du temps long. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple de Pinar Yoldas qui fait des plasticepteurs. Donc ça, c'est des organes qu'elle a imaginés, hein, qui seraient symbiotiques avec des bactéries qui seraient capables de digérer le plastique des océans. Bon, voilà, elle pose une question, hein, quelle sera l'évolution des êtres vivants dans l'Anthropocène, finalement, hein, dans un monde où il n'y a plus d'eau sans plastique?
Donc évidemment, où tous les animaux ont des nanoplastiques dans le sang. Bah, ça, voilà, c'est peut-être une question à aborder très clairement, quoi. Voilà, donc art et science, en fait, c'est Léonard de Vinci, hein, oui, donc là aussi, c'est assez joyeux, hein, la science ne s'enferre plus dans une voie étroite, elle s'ouvre. Donc c'est beaucoup plus joyeux, quoi. Un deuxième point, c'est la réponse aux élèves ingénieurs qui désertent. Parce que dans le monde de la performance, les ingénieurs, c'était des personnes qui étaient au service de la performance, hein, via des solutions techniques distantes. Et ben, dans le monde de la robustesse, les ingénieurs, on en a toujours besoin, hein. Et en plus, ils ont toujours les mêmes savoirs, hein. C'est les mêmes maths, la même physique, les mêmes sciences sociales, hein. C'est tout pareil. C'est juste que c'est le sens des technologies qui change. On va demander aux ingénieurs du futur de développer des solutions robustes. Alors, des solutions robustes, c'est quoi? Eh ben, c'est de la technodiversité. Un ingénieur, il ne fait pas la meilleure solution, il propose un ensemble de solutions toutes robustes, mais il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D. Et puis le deuxième point, c'est que ce sont des ingénieurs qui visent l'autonomie technique des citoyens. Les citoyens, donc que ce soit à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays, doivent être capables d'adapter, de s'approprier, de réparer les biens construits par les ingénieurs. Si ça dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, vous voyez aussi que ce monde de la robustesse n'est pas technophobe, comme on le dit souvent, hein, pour les écolos, hein. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Parce que dans le monde de la performance, quand il y a une nouvelle technologie, elle écrase les technologies plus anciennes. Donc, c'est technophobe. Et en plus, chaque nouvelle technologie éloigne les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Dans le monde de la robustesse, non seulement quand on a une nouvelle technologie, si elle est robuste, eh ben on la garde, mais on garde aussi les technologies plus anciennes si elles sont robustes. Donc on garde la diversité des solutions. Et en plus, on incite les citoyens à mettre les mains dans le cambouis. En fait, donc c'est technophile doublement, quoi. Mais voilà, c'est de la technophilie mieux orientée parce elle est orientée vers la robustesse. Un dernier point, ça change aussi, hein, le monde de la robustesse, ça change la posture des décideurs. Les décideurs dans le monde de la performance, ce sont des meneurs au service du pouvoir. Donc le pouvoir, hein, pour le dire très rapidement, c'est du contrôle et de la prédation. Donc en fait, on stérilise un collectif, hein, quand on est dans le pouvoir. Donc un meneur, hein, c'est quelqu'un qui va vers quelque chose, quoi. Donc ça marche très bien quand le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, le décideur, ça devient un facilitateur au service de la puissance. C'est-à-dire qu'un décideur, ce n'est plus quelqu'un qui a toutes les idées et qui guide un collectif. Non, c'est quelqu'un qui stimule les interactions locales, qui met en résonance en fait les initiatives locales. Et en fait, si ce décideur est absent, eh ben, ça continue sans lui ou sans elle. Donc ça, c'est de la puissance. Et vous voyez, c'est comme performance et robustesse, pouvoir et puissance s'opposent. Donc on ne peut, en fait, quand le pouvoir rend impuissant, voilà, je peux le dire comme ça, le pouvoir rend impuissant. Donc évidemment que dans un monde de la robustesse, on va plutôt aller vers la puissance. Donc vous voyez, en fait, ce monde de la robustesse, c'est quand même assez joyeux, hein, vraiment. Il y a beaucoup plus d'interactions, il y a des valeurs, il y a des valeurs de coopération, les valeurs de circularité. En fait, ça répond à une pulsion humaine profonde, hein, la volonté de durer et la volonté de transmettre. Alors pour une université, la transmission, c'est la valeur clé quand même. Et ben, la transmission, elle se fait par la robustesse et pas par la performance. Et vous voyez enfin que pour les étudiants, c'est une réponse à l'éco-anxiété. Aujourd'hui, c'est la vraie épidémie, hein, chez les étudiants, hein, l'éco-anxiété, hein, qui d'ailleurs se géopolitise, hein, maintenant, hein, donc ça ajoute des cordes à son arc. Bah, face à l'éco-anxiété, hein, en fait, il faut créer du désir, quoi, hein. Et ben, la robustesse, ça crée du désir, parce que encore une fois, ça répond à une pulsion humaine profonde, celle de durer et de transmettre. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose à partager sans modération. Je termine juste si vous voulez creuser cette histoire-là. Donc, peut-être pour démarrer, hein, il y a le petit tract chez Gallimard, là, 60 pages, qui résume cette idée-là en version percutante, on va dire, sans aucune référence, hein, par contre, hein. C'est comme je vous fais ma conf là, c'est vraiment très court. Si vous voulez des références, beaucoup plus de nuances, etc., en biologie, dans le monde social, c'est la troisième voie du vivant. De l'incohérence, c'est plutôt sur la polarisation sociale. Le manifeste pour une santé commune, eh ben, c'est cette histoire de pyramide, et donc d'inverser, de mettre la fondation sur la santé des milieux naturels. Il y a un MOOC et éventuellement des conférences en ligne sur YouTube, un TEDx et des références sur l'Institut Michel Serres. Je vais m'arrêter là et je suis curieux d'écouter vos questions. Merci.
Merci beaucoup, Olivier. Eh ben, sans plus Merci. attendre, je vous propose d'ouvrir la phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, merci pour la conférence très stimulante. J'ai vu que vous étiez, enfin, votre laboratoire est situé à l'ENS à Lyon. Donc, je voulais savoir comment vous arrivez à mettre en œuvre tout ça dans votre écosystème académique. Oui, alors je vais vous donner des exemples. Donc, dans notre laboratoire, alors notre laboratoire est assez robuste, à vrai dire, et c'était avant que j'arrive, hein, donc j'y suis pour rien. Mais il y a du dégel robuste dans notre laboratoire. Donc, je vais vous donner un exemple, enfin plusieurs exemples. Quand on reçoit des financements, donc là, par exemple, j'ai un financement de l'ERC, et ben nos financements, on les met en commun. Alors que c'est interdit par l'ERC. Normalement, un financement, ça va sur un chercheur. Enfin bon, je ne peut-être pas trop dire ça oralement, d'ailleurs. Mais ce financement est mis en commun, dans un pot commun, et donc tous les financements sont mis en commun. Ben ça, en fait, ça stimule beaucoup la coopération, ça stimule des projets en synergie, des équipements qui sont mieux partagés, qui sont mieux maintenus. Donc voilà, ça c'est de la robustesse construite sur le partage d'un fonds commun. On a aussi nos techniciens et techniciennes qui sont partagés entre équipes, c'est-à-dire qu'il y a un ou une technicienne par équipe, mais qui a des fonctions transversales pour tout le laboratoire. Ben, c'est pareil, c'est de la coopération, ça veut dire que nous, par équipe, on est moins performants si on regarde juste le temps que notre technicien passe sur nos projets. Mais par contre, c'est de la robustesse parce que tout ce pool de techniciens qui travaillent pour tout le monde, finalement, ça maintient des plateformes qui sont beaucoup plus robustes dans la durée, quoi. La mémoire aussi, la transmission, etc. Alors, il y a plein d'autres exemples, mais je peux peut-être vous donner un exemple plus anecdotique pour l'évaluation à l'HCERS. Donc, nous, on a décidé de réduire énormément les voyages en avion. Donc, les seniors ne prennent plus l'avion dans le laboratoire et l'avion, c'est seulement pour les juniors. Et encore, ils sont évidemment sensibilisés. Et en fait, on a réduit drastiquement notre empreinte carbone grâce à ça. Alors après, pour que ça suive, ce qu'on a décidé pour l'HCERS, c'est au lieu de lister les conférences auxquelles on a été invité et ou auxquelles on est allé, on va lister les conférences auxquelles on a été invité et où on a décidé de ne pas aller pour préserver notre empreinte carbone. Voilà, donc en fait, faut utiliser les outils de l'ennemi, j'ai envie de dire. Donc si le monde est drogué à la performance, eh ben on va utiliser les outils de la performance, mais pour aller dans l'autre sens, quoi. Faut ringardiser la performance, c'est ce que je dis souvent. Voilà, c'est vraiment c'est le vieux monde, le monde de la performance. C'est bon, vous m'entendez? Oui, Bonjour, c'est bon. déjà merci, c'était passionnant comme intervention. Vous disiez que la performance était technophobe parce que quand une nouvelle technologie apparaît, elle tue les technologies précédentes. Et vous disiez aussi également que l'université devait gagner en robustesse pour se préserver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exemple de l'IA. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde se lance dans l'IA, que ce soit dans le milieu universitaire, mais dans le milieu de l'entreprise également. Comment est-ce que face à des technologies qui, justement, l'IA cherche toujours plus de performance, et ce au profit de l'humain, comment est-ce qu'on répond à ça et comment est-ce qu'on critique ce genre de technologie? Merci. D'accord, d'accord. Alors, en effet, l'IA aujourd'hui, dans un monde qui est drogué à la performance, l'IA ne sert que la performance. C'est Total qui utilise l'IA pour trouver des champs pétrolifères qu'il n'aurait pas trouvé autrement. Donc l'IA aujourd'hui est un vecteur d'accélération de la performance et un vecteur d'accélération de la crise socio-écologique. Ça, c'est très clair. Mais par contre, si on bascule dans un monde de la robustesse, on peut avoir de l'IA au service de la robustesse. Donc, par exemple, de l'IA, elle peut être au service pour pour stimuler la sérendipité. Donc, par exemple, se confronter finalement à des résultats inattendus, à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ben ça peut être fait par de l'IA et en fait, ça fait de la robustesse parce que là, du coup, ça fait de l'innovation qui ouvre des champs nouveaux, quoi. Ben ça, c'est de l'IA positive. Bon, mais en fait, le problème, c'est pas tellement l'IA, c'est le monde dans lequel on est.
dans un monde drogué à la performance, on fait de l'IA performante. Et alors là, on appuie sur l'accélérateur avec le mur en face, et en klaxonnant éventuellement, quoi. Mais c'est ça, ce qui se passe. Donc du coup, moi, je suis pas contre l'IA en tant que telle. C'est plutôt, il faut se poser la question de la robustesse. Je vais vous donner un exemple très clair. Alors c'est pas vraiment l'IA, c'est plutôt les technologies numériques. À Bruxelles, là, ils ont fait passer une loi récemment pour remplacer tous les guichets des services sociaux par des guichets numériques. Alors ça, qu'est-ce que ça crée? Eh ben, ça crée des guichets extrêmement performants sur le papier, parce que là, du coup, on a le citoyen qui vient sur ce guichet-là, il a accès à des tas d'informations, c'est tout centralisé, c'est hyper efficace, voilà. Ça consomme moins d'énergie, ça consomme moins de ressources. Mais par contre, eh ben, vu que c'est des publics plutôt fragiles, plutôt vulnérables, ben, quand ils sont face à cet objet où il faut scanner un QR code, en fait, ils comprennent rien, quoi. Et en plus, ceux qui sont derrière les guichets, qui avant avaient des métiers sociaux, qui avaient choisi de faire des métiers sociaux justement pour avoir une relation humaine avec des personnes, maintenant, ils doivent faire scanner des QR codes. Donc en fait, il y a beaucoup de démissions. Et donc, on est en train de perdre des compétences. Alors, c'est l'exemple typique du choix performant au détriment de la robustesse. On est en train de tuer la robustesse sociale des services sociaux parce qu'on a choisi une technologie numérique performante. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut arrêter les guichets numériques, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, hein. C'est qu'en fait, il faut toujours penser que, et si ça ne marchait plus? Et s'il y avait une coupure d'électricité? Et si il y avait des remous sociaux, quoi. Voilà, c'est juste penser ça. Il faut penser le monde instable par défaut. Quand on pense le monde instable par défaut, on ne prend plus les solutions performantes. On diversifie. Bon, enfin, je ne vais pas vous refaire mon topo, mais voilà, on fait de la robustesse, quoi. Et donc, c'est pareil pour l'IA. Bon, l'IA a quand même un talon d'Achille, hein. L'IA, c'est quand même que du calcul. Il faut quand même bien réaliser que notre relation au monde, elle ne se fait pas par notre cerveau, elle se fait par notre corps. Et les IA n'ont pas de corps, donc les IA n'ont pas de relation au monde. Donc, faut pas se faire. En fait, la force des IA, hein, c'est la faiblesse des humains, hein, c'est qu'en fait, on se fait avoir beaucoup trop facilement, quoi. Mais les IA sont vraiment, enfin, comme dit Gérard Berry, hein, qui est le médaille d'or du CNRS en informatique, hein, et il dit l'ordinateur est complètement con. Voilà. Donc, ça résume assez bien l'idée. Il n'a aucune relation au monde. Donc, c'est quand même ça son talent d'Achille. Il faut aussi ça l'avoir en tête quand on pense IA, quoi. Bonjour, merci pour votre présentation. Je rejoins les commentaires qui étaient très très intéressantes. J'ai envie d'être juste un tout petit peu provocant par rapport à la réponse que vous faites autour de l'IA, où finalement vous dites bah, l'IA, elle peut être intéressante, elle peut être bien si jamais on vise la robustesse plus que la performance. Est-ce que c'est pas oublier tous les impacts environnementaux qui, dans votre introduction, finalement, forme le premier socle de ce que peut être l'université de demain ou la société de demain, à savoir d'abord respecter les écosystèmes avant de respecter des mesures économiques? Bien sûr, bien sûr. Alors, quand je dis que l'IA est au service de la robustesse, c'est y compris pour elle-même, hein. Donc, une IA qui consomme toujours beaucoup d'énergie, qui consomme toujours beaucoup d'eau pour refroidir ses data centers, etc., enfin, qui fait des pollutions multiples partout, ce n'est pas robuste. Donc, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, hein, faut pas penser. Alors, c'est la sémantique qui est terrible, hein, de ce point de vue-là. On dit souvent, il faut décarboner l'économie. Alors, est-ce qu'il faut vraiment décarboner l'économie? En fait, quand on dit qu'on décarbone l'économie, souvent, on remplace le pétrole par des métaux. C'est les batteries au lithium, voilà, c'est toutes ces smart technologies, tout ça. Bah, en fait, non, faut pas décarboner l'économie. Décarboner l'économie, c'est remplacer une pollution par une autre, hein, remplacer du pétrole par des métaux. Non, il faut décombustionner l'économie. Donc, il faut arrêter de brûler du carbone. Ça, c'est plus robust. Donc, il faut arrêter de brûler du bois, du pétrole, du charbon, des biocarburants. Tout ça, il faut arrêter de brûler. Par contre, il faut recarboner l'économie. Et donc, une IA qui serait robuste, elle serait basée sur du carbone biodégradable. On n'y est pas encore, hein, très clairement. Ça, c'est vraiment un vrai projet de recherche, hein, mais c'est recarboner l'économie. C'est-à-dire qu'il faut remplacer tout ce qu'on fait avec du pétrole et tout ce qu'on fait avec des métaux par du carbone photosynthétique. Donc, c'est par exemple les peintures biosourcées, hein. Les peintures, vous savez, hein, c'est du pétrole et des métaux. Et ben voilà, maintenant, on sait faire des peintures biosourcées, entièrement biodégradables. C'est stocker les données numériques dans l'ADN. Voilà, bah, l'ADN, c'est 4 lettres. Avec 1 kilo d'ADN, vous stockez toutes les données numériques de l'humanité. C'est les batteries à base de lignine, donc une molécule du bois. Dans notre équipe, on a un projet avec Thomas Dehoux, qui est un
physicien, dans l'oignon, en fait, dans l'oignon, si vous prenez un épiderme d'oignon, hein, quand vous ouvrez un oignon, une petite membrane, voilà, bah, l'épiderme d'oignon, il a des propriétés phononiques. Et ben, je vais vous la faire courte, mais dans vos smartphones, il y a des terres rares hein, dont la fonction, c'est ça, c'est d'être phononique, c'est d'absorber certaines ondes acoustiques à haute fréquence. Et ben, voilà, c'est ça le futur, c'est ça, c'est remplacer toutes ces technologies qui sont à base de métaux rares hein, ou d'éléments rares et de pétrole par du carbone photosynthétique biodégradable. Et donc là, si l'IA fonctionne avec du carbone photosynthétique dégradable, là, du coup, c'est plus robuste en termes de circularité, quoi. Après, il y a plein d'autres questions, hein, des usages aussi. Hein, c'est pas seulement la partie physique, hein, mais, mais je suis complètement d'accord. Hein. L'IA avec des métaux et l'énergie, c'est absolument pas robuste. Hein. Pour info, c'est pas robuste aussi en question de cybersécurité. Hein. Vous savez que la plupart des services de renseignements internationaux, hein, du FSB jusqu'à la CIA, hein, sont en train de passer à la communication papier. C'est pour vous dire à quel point c'est peu fiable, hein, le numérique, hein, quand même. Ouais, merci beaucoup pour cette super conférence. J'avais une question dans l'exemple des nuées d'oiseaux. Chaque oiseau est quand même relativement coopératif avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans un système où justement les agents ou les individus ou les éléments de la société coopèrent pas pour changer ensemble? Et vous avez Ouais, alors en fait, ben voilà. oui, je comprends. Alors en fait, ça, c'est la bonne nouvelle du monde instable et en pénurie, c'est que ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, en fait, font de la compétition quand le monde est stable et abondant en ressources. C'est l'abondance hein, qui crée la compétition. Hein. C'est un peu contre-intuitif parce qu'on a toujours pensé que c'est la pénurie qui crée les combats. Hein. C'est le contraire. Hein. C'est l'abondance. Là, je vous renvoie à Georges Bataille, la parmonite. Hein. Les humains dissipent. Donc, quand on a accès à beaucoup d'énergie, on fait la guerre. Hein. C'est ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Donc, en fait, c'est l'abondance qui crée la compétition. Et donc, dans un monde instable, en pénurie chronique de ressources, on fera beaucoup plus de coopération. Et donc, c'est ce qui se passe pour les nuées d'oiseaux, finalement. C'est ceux qui sont soumis aux fluctuations, aux pénuries, quelque part, chroniques. Hein, c'est-à-dire que c'est pas tout le temps en pénurie, mais de temps en temps, il y a des pénuries. Eh ben, ils coopèrent. En fait, dans un monde qui est stable, le socle, hein, la fondation de la société, c'est l'abondance des ressources. Donc, pour nous, c'est le pétrole, hein, très clairement. Et ben, dans le monde instable, le socle de la société, c'est l'abondance des interactions. C'est une abondance immatérielle. Ben, cette abondance des interactions, c'est la coopération. La coopération, hein, c'est aussi, là aussi, la sémantique est importante. La coopération, c'est quand on met l'objectif commun avant l'objectif individuel. Donc, c'est le contraire de la collaboration. La collaboration, c'est chacun avance sur son objectif individuel et on espère que la somme des succès individuels fait un succès collectif. Ça, c'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd. Hein. C'est souvent les plus défavorisés et les écosystèmes hein, qui perdent. Donc, c'est pas de la collaboration, hein, c'est de la coopération. La coopération, elle est basée sur le fait de parfois aller contre son objectif individuel pour atteindre l'objectif commun. Ben, c'est exactement ce que font les oiseaux. Hein. Les nuées d'oiseaux le démontrent parfaitement. C'est un objet commun qui est conduit quelque part et qui est basé sur des fluctuations. Merci beaucoup Olivier. C'était passionnant. On doit s'arrêter malheureusement. Merci. Si je peux juste ajouter un mot, hein, la robustesse appartient à tout le monde, hein, donc n'hésitez pas à vous en emparer. Je ne suis pas propriétaire, tout le monde peut s'en emparer. Et c'est très simple comme concept. Désolée avec cette nuée d'applaudissements, on ne vous a pas entendu. Non, je voulais juste dire que la robustesse appartient à tout le monde. Ça m'appartient pas. C'est vraiment un sujet qui appartient à tout le monde, qui est très simple. Donc n'hésitez pas à vous en emparer. Quoi. Voilà. Merci. Et on partagera les ressources aussi. C'est Ouais, l'heure de la pause. Donc on s'accorde une petite pause et retour à 11h25.